Donc, bienvenue là à ce webinaire conférence. On est très content de vous présenter aujourd'hui le recueil d'idées inspirantes outillées pour favoriser la participation des usagers, des proches, des citoyens et des communautés à l'amélioration continue de la qualité des soins et des services. On est les auteurs du recueil, mais on ne l'a pas fait seul. Un peu plus tard, on va vous présenter c'était qui l'ensemble de nos partenaires et on va être vos deux animateurs pour le webinaire. Je me présente, je m'appelle Jean-François Allaire, je suis coordonnateur de recherche à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUS de l'Estrichus. Je laisse ma collègue se présenter. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Caroline Saint-Martin et je travaille comme courtière de connaissances aussi à l'Institut comme Jean-François. Alors, les objectifs du webinaire de ce midi, c'est tout d'abord de vous présenter le contenu du recueil et aussi de vous parler de la prochaine étape, soit l'atelier d'appropriation. Alors, lors du jour de la rencontre, tout d'abord, on va vous parler un peu de l'historique du recueil, d'où vient cette idée-là de réaliser un recueil et quelle a été la démarche de production. Par la suite, on va pouvoir aborder des principes soutenant la participation. Ensuite, vous présenter plus la structure du recueil avec ses différentes composantes. Et finalement, la prochaine étape, soit l'atelier d'appropriation. La démarche générale, c'est pour vous mettre un petit peu en contexte d'où ça vient, ce recueil-là. Tout d'abord, suite à la réforme du réseau de la santé et des services sociaux, à l'Institut, on considérait que ça pouvait être pertinent d'avoir un moment de réflexion pour le réseau, donc où on en était rendu en termes de participation des usagers, des proches et de la population. Donc, en décembre 2016, on a, c'est ça, donc en décembre 2016, on a fait le colloque Agir pour et avec l'usager, ses proches et la population, de manière services sociaux et de santé. Et on l'a organisé en collaboration avec le ministère, avec l'INES, avec également la chaire de recherche en organisation communautaire du Canada, puis divers partenaires internes à notre établissement. L'objectif, c'était d'inspirer les participants pour qu'ils favorisent et incluent dans leur pratique la participation. Puis on a eu plus de 250 participants qui provenaient de la moitié des établissements du Québec, ainsi que de partenaires du milieu communautaire, un peu de partenaires du milieu municipal. On a partagé 15 initiatives inspirantes qui provenaient de divers établissements et ça illustrait de diverses façons la participation des usagers, des proches, des citoyens ou des communautés. Et il y avait vraiment une belle richesse du contenu des initiatives qui ont été présentées. Ça nous menait à dire que ce serait bon de valoriser tous ces savoirs d'expérience-là. Donc, certaines initiatives ont été évaluées scientifiquement, d'autres non, mais quand même, le savoir d'expérience était fort intéressant. Ça nous a amené au recueil, donc, qui est un projet encore de l'Institut, et avec un comité consultatif composé de plusieurs partenaires, dont la composante recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, l'application des connaissances et la mise en œuvre de l'unité de soutien SRAP. Donc, on l'a résumé, réduit ici, étant donné la longueur du titre. L'INES encore, le ministère, le Sud de la Mauricie, Centre du Québec, qui avait présenté des initiatives dans le colloque et avec lesquelles notre établissement travaillait déjà et qui avait une usagère ressource ainsi qu'une personne qui est responsable de la participation des usagers dans cet établissement-là qui a participé. Finalement, notre établissement, CIUS de l'Estrichus, dans lequel notre service expérience usager était impliqué, puis également un organisateur communautaire. Alors, les objectifs du recueil, c'était tout d'abord de partager des inspirantes basées sur les initiatives présentées lors du colloque, mais surtout de stimuler la mise en place d'actions concrètes qui favorisent la participation. Alors, pour atteindre ces objectifs-là, on a vraiment fait plusieurs étapes. Alors, tout d'abord, on s'est concentré sur l'analyse des initiatives. Alors, on a pris le temps d'écouter les enregistrements des présentations réalisées lors du colloque. On a analysé les présentations PowerPoint, les résumés des initiatives, et on a aussi pris le temps de faire des entrevues avec chaque personne responsable des initiatives pour nous assurer là, de bien les comprendre et aller chercher des informations supplémentaires. Par la suite, on a fait des revues de littérature scientifique sur le sujet de la participation. C'est surtout en fait notre partenaire de la composante application des connaissances de l'unité SRAP Québec qui a été responsable de cette recherche-là.
C'est vraiment une démarche très rigoureuse qui a été suivie. Puis, l'ensemble des informations sur la méthodologie est présenté en annexe 1 du recueil si vous souhaitez avoir plus d'informations. Alors, les revues de littérature, on s'est concentré sur les années entre 2003 et 2017 pour les publications et on a cherché dans 5 bases de données distinctes. Alors, les revues de littérature ont été sélectionnées en 2 étapes. Tout d'abord par leur titre et le résumé, et puis en lisant l'article au complet. Une évaluation de la qualité des revues a aussi été effectuée. Puis, finalement, pour extraire les données, c'était vraiment là, des informations prédéterminées qui avaient été ciblées. C'était plus facile, là, puis on s'assurait d'avoir toutes les informations pertinentes pour pouvoir rédiger par la suite. Alors, une fois qu'on avait toutes ces informations-là, on a pu aller de l'avant avec la rédaction du recueil. Puis, c'est important à ce moment-ci de souligner l'apport du comité consultatif, sans qui vraiment le recueil n'aurait pas été là, de cette qualité. Alors, ils nous ont soutenus tout au long de la démarche de rédaction avec leurs commentaires toujours très pertinents. Et finalement, pour les fiches qu'on va présenter plus tard, qui sont adressées à des publics cibles, on s'est assuré de les faire valider auprès de chacun des publics cibles avec des boucles de rétroaction, puis en s'assurant d'intégrer leurs commentaires pour que ce qui était rédigé, ce soit vraiment accessible pour les publics cibles, puis aussi que les fiches soient là, autoportantes, qu'ils soient claires par elles-mêmes. Donc, la section sur les principes soutenant la participation. On a voulu essayer de simplifier le plus possible la définition de qu'est-ce que la participation, mais c'est s'engager en vue d'améliorer sa santé, la qualité et la sécurité des soins et services au sein du système de santé et services sociaux, ou bien la qualité de vie et la santé de sa communauté, son quartier, sa ville ou son village. Donc, toujours enligné sous l'angle de notre sujet. Les 2 photos, c'était des photos d'un Vox Pop qu'on a réalisé avant le colloque de décembre 2016, dans lequel on demandait à des citoyens puis des personnes employées du réseau, surtout dans notre établissement, l'usager s'engage quand. Et une personne nous disait, bien, quand il ressent qu'il a la possibilité de changer des choses, puis un président de comité des usagers qui disait, bien, ça prend du temps et de la patience. On a une variété d'opinions à ce niveau-là. Pourquoi la participation des usagers, des proches, des citoyens de la communauté est importante? C'est parce que le savoir expérientiel des usagers est central en vue de favoriser la qualité. Donc, ça prend c'est sûr, c'est nécessaire de susciter l'expression de leurs besoins dans une perspective de respecter les valeurs et principes de justice, d'équité et de respect des personnes. D'un point de vue de l'organisation des services, bien, ça permet d'assurer une offre de soins et de services de qualité qui répond aux besoins de la population. Donc, c'est toute la question de l'adéquation. Donc, c'est toute la question de l'adéquation entre une offre de soins et les besoins qui s'arrivent. Aussi, au niveau plus individuel, au niveau de l'usager, c'est d'offrir des soins et des services pertinents qui répondent aux besoins. Donc, au niveau de la qualité des soins, au niveau de l'adéquation des soins. Il y a aussi différents leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour bâtir la participation. Alors, tout d'abord, la participation permet de respecter les droits des usagers et aussi la loi. En effet, la loi stipule que l'usager doit autant que possible participer aux soins et aux services qui le concernent et aussi que tout usager a le droit de participer à toute décision qui affecte son état de santé et de bien-être. La participation des usagers va aussi permettre de répondre aux normes d'Agrément Canada, qui est un organisme qui évalue les établissements de santé, puis sur différents points, en fait, dont la participation des usagers. Alors, la participation va aussi permettre d'être en cohérence avec les bonnes pratiques. C'est les bonnes pratiques qui se retrouvent souvent dans les publications d'organismes reconnus en santé, par exemple l'Organisation mondiale de la santé, l'Institut canadien pour la sécurité des patients et le gouvernement du Québec. Alors, ces documents-là sont de différents ordres. Ça peut être des plans d'action, des cartes de référence, aussi des guides qui mettent de l'avant la participation. Puis, il y a plusieurs de ces publications-là qui sont citées dans le recueil. Il y en a une publication, toutefois, qu'on souhaite citer aujourd'hui, qui est le cadre de référence de l'approche de partenariat entre les usagers, leurs proches et les acteurs en santé et services sociaux du ministère de la Santé et des Services sociaux,
qui vient là, de sortir là, il y a quelques mois, là, mais qui est tout de même très récente, et le recueil est en cohérence avec ce cadre de référence-là. On retrouve aussi 3 contextes de participation qui ont été utilisés lors du colloque et qui ont été repris dans le recueil pour nous assurer de bien séparer les informations. Alors, le premier contexte de participation, c'est la participation dans les soins et les services. Alors, à ce niveau-là, c'est l'usager qui, en fait, ça va, pardon. Alors, la participation dans ce contexte va viser à fournir à l'usager des soins et des services optimaux qui vont être choisis par l'usager, puis qui vont respecter ses besoins, ses attentes, ses valeurs et aussi ses préférences. Le deuxième contexte va être la participation à l'organisation et l'amélioration continue des soins et services. Alors, cela se réalise souvent par le biais d'usagers ressources qui vont influencer la façon dont les soins et les services sont organisés. Alors, cette participation-là peut se faire par le biais de sondages, du partage du vécu, de focus group. Par exemple, un usager qui va siéger sur un membre comme membre sur un comité, ou un usager qui va représenter un groupe d'usagers sur un comité. Alors, ça passe surtout par le biais du partage du savoir expérientiel. Alors, l'usager, à ce moment-là, va vraiment pouvoir emmener une vision, là, un autre regard qui va être souvent très enrichissant, puis qui va même pouvoir aller jusqu'à influencer les décisions. Le troisième et dernier contexte de participation va être la participation au développement territorial et communautaire. Alors, la personne, en tant que citoyen, va être un acteur pour améliorer la qualité de vie et la santé de sa communauté. Puis, à la participation des citoyens va aussi s'ajouter la participation d'organismes partenaires comme les organismes communautaires, les établissements de santé, les commissions scolaires, les municipalités, etc. Alors, tous ces organismes-là vont pouvoir collaborer pour mieux connaître les différents services qu'ils offrent et aussi permettre un arrimage optimal des soins et des services et participer à des projets concrets. Donc, on arrive au dernier bout des principes soutenant la participation, une échelle de participation qui est propre au recueil, qui n'est pas nécessairement à adopter, là, donc c'est plus pour présenter une vision de la participation. Comme telle, l'échelle de participation a été développée à partir d'une synthèse de plusieurs autres échelles, donc de Einstein, International Association of Public Participation, National Health Services England, donc il y en a diverses qu'on a regardées et on a un peu synthétisé tout ça pour essayer de rendre ça relativement clair. Donc, l'échelle en tant que telle, on montre un faible niveau à gauche, un niveau plus élevé d'intensité de participation à droite. C'est sûr qu'informer, on est dans du faible niveau de participation. Quand on va vers consulter, déjà, on n'est pas encore dans l'engagement, mais les personnes peuvent donner une opinion impliquée. Puis, ultimement, on arrive à co-construire et habiliter, qui sont le partenariat de soins et services. Donc, co-construire, c'est de travailler en partenariat avec l'usager au cours de chacune des étapes d'une démarche, qui vont de l'identification de la problématique jusqu'à déployer des actions puis les évaluer. Puis habilité, on est plus au niveau d'accompagner des usagers, des citoyens, des communautés dans la prise de décision, dans la capacité de prendre des actions, que ce soit sur leur santé ou sur la santé de leur communauté. On va passer à la structure du recueil qui est déclinée en 4 sections. Donc la première section, c'est la théorie sur la participation. Donc, les deux derniers points, là, pourquoi on recueille sur la participation, qu'est-ce que la participation? On vous a fait un court résumé dans la section précédente de cette section-là du recueil. À ça se rajoute un lexique au début du recueil et on essaie d'intégrer les termes. Donc, je vous donne 2 exemples. Premier exemple, usager ressources. C'est le terme qui est employé dans le recueil. C'est le terme que les partenaires considéraient comme le plus rassembleur. Mais ça peut vouloir dire aussi usager partenaire, usager collaborateur, comme on emploie nous dans notre établissement, ou patient partenaire. Intervenant, ça regroupe autant le médecin, l'infirmière, l'infirmière auxiliaire, le travailleur social, le psychoéducateur, que aussi la personne qui va être secrétaire à l'accueil et qui va avoir une relation directe avec l'usager. Donc, c'est vraiment des définitions qu'on a désirées englobantes pour permettre de vraiment arriver à simplifier aussi le recueil.
Alors, la section 2 du recueil représente vraiment le cœur du recueil avec les 6 fiches qui sont adressées à des publics cibles. Alors, la première fiche est adressée aux usagers, aux proches et aux citoyens. La deuxième, aux intervenants. La troisième, aux responsables du soutien à la participation des usagers, des proches et des citoyens, qui inclut aussi les organisateurs communautaires. La quatrième, aux gestionnaires de niveau tactique. Cinquième, aux gestionnaires de niveau stratégique. Et la sixième et dernière fiche, au comité des usagers et les organismes partenaires. Dans cette même section, on va retrouver aussi des savoir-être pour favoriser la participation. Ces savoir-être-là sont surtout adressés aux intervenants. Et aussi, on retrouve des considérations éthiques pour les différents publics cibles là, qui permettent de pousser un peu plus loin là, la réflexion sur la participation. Je vais maintenant vous expliquer un peu plus en détail les fiches. Tu as juste mentionné que c'est tout petit, là, mais c'est juste pour voir la structure de la fiche. Il va y avoir un zoom sur l'écran sur une autre fiche, là, ça va vous permettre de mieux comprendre. Alors, avant d'aller de l'avant, juste vous informer que le recueil est disponible sur le site Internet de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Alors, pour y avoir accès, là, vous allez voir qu'il y a le dessus du recueil là, qui est en image, puis il faut vraiment cliquer dessus. Puis le recueil va apparaître. Il y a aussi les 6 fiches qui sont disponibles là, à part du recueil, si vous souhaitez avoir accès juste à la fiche qui vous est adressée, en fait. Alors, vous voyez là sur la fiche que chacune des fiches a vraiment la même structure, puis va être séparée selon les 3 contextes de participation. Alors, vous pouvez voir ici le premier contexte, qui est vraiment la participation de l'usager et de ses proches dans ses soins et services. Ensuite, le deuxième contexte, qui est la participation de l'usager et de ses proches à l'organisation et à l'amélioration continue de ses soins et services. Et finalement, le dernier contexte, la participation du citoyen et des organismes partenaires au développement territorial et communautaire. Alors, vous voyez aussi que chacun des contextes contient 3 principes d'action principaux. On va pouvoir passer là, à la prochaine diapositive où vous voyez là, en un peu plus gros une fiche. Alors, vous voyez que sur chacune des fiches, il y a un principe d'action qui va être général, qui lui va être en couleur. Ce principe d'action-là va revenir sur chacune des fiches, puis va assurer la continuité entre les différentes fiches. Ce principe d'action générale-là est accompagné d'un principe d'action spécifique pour le public cible auquel est adressée la fiche. Par la suite, juste à côté, vous allez retrouver des idées d'action concrètes. Alors, ces idées-là se veulent vraiment très concrètes pour le destinataire de la fiche, mais surtout non exhaustives ni prescriptives. Alors, c'est vraiment, là, ces idées-là ont pour but de vous inspirer, mais je suis certaine que vous allez pouvoir trouver plein d'autres idées pour mettre en place la participation dans vos établissements. Là. Je suis sûre que vous en avez déjà plein. Il y a aussi, à la fin de certaines idées d'action concrètes, des liens qui sont là, soit en vert ou en bleu, qui mènent à des ressources pour vraiment soutenir les actions proposées puis faciliter leur mise en place de façon encore plus concrète. Alors, en vert, c'est vraiment des sites Internet. Puis, en bleu, c'est des outils qui sont disponibles directement dans le recueil pour illustrer un peu de quoi peut avoir l'air un outil pour soutenir la participation. Alors, vous avez un autre exemple d'un des contextes qui provient de la fiche pour les intervenants. Vous voyez aussi au bout complètement qu'il y a un exemple qui provient d'une initiative. Alors, chaque contexte a un exemple qui est écrit au jet qui permet d'illustrer les principes d'action et les idées d'action concrètes. Alors, on a vraiment rédigé là, au jet ces exemples-là, mais elles sont validées par les personnes responsables des initiatives. Alors, vous pouvez voir les éléments qui reviennent sur chacune des fiches là, avec le contexte dans le haut, les principes d'action, les idées d'action concrètes et l'exemple, c'est vraiment la structure classique de chacune de nos fiches. La section 3, c'est le résumé de la fameuse revue de littérature auquel Caroline vous a parlé, vous expliqué au début là, de la présentation. On l'a résumé en 2 grandes sections, la mise en œuvre de la participation puis les bénéfices et défis de la participation.
Pour les bénéfices et défis de la participation, on l'a subdivisé assez proche là, de la structure de nos fiches. Et on essaie de résumer et de vulgariser le plus possible en quelques pages cette section-là pour ne pas rendre ça non plus austère, mais que ce soit facilement lisible. La dernière section du recueil, c'est les ressources complémentaires. Donc, une petite explication sur vers où ça nous mène, le site Web, avec le lien vers le site Web en premier, et 5 exemples, 2 qui proviennent de chacun des 2 établissements partenaires de la réalisation du recueil, un du projet montréalais de participation des personnes utilisatrices de services de santé mentale. C'est certain que dans à peu près tous les établissements, il y en a des outils qui existent. L'idée, c'était plus de montrer des exemples dans une perspective encore d'inspirer, non pas de dire ben, c'est ça qui doit être adopté. Si ça peut vous être utile, vous les utilisez. Si ça vous inspire, ben, c'est ça l'objectif. Finalement, peut-être juste avant de passer à l'atelier d'appropriation, j'aimerais vous mentionner que l'annexe 1, c'est la métho, donc toute la méthodologie comme on s'y est pris. L'annexe 2, les initiatives qui sont présentées, une page à peu près par initiative pour expliquer plus en détail avec le nom de la personne qui est contact pour cette initiative-là, si vous voulez avoir encore plus de détails que ce qui est mentionné dans le recueil. Alors maintenant que vous en connaissez un peu plus sur le recueil et son historique, on va pouvoir passer à la prochaine étape, soit la démarche pour l'atelier d'appropriation. Alors, il y a des personnes qui ont été ciblées dans chacun des établissements comme personnes ressources pour faciliter la réalisation de l'atelier d'appropriation et contribuer à la diffusion du recueil dans leur établissement. Alors, ça risque d'être la personne qui vous a invité là, à ce webinaire. Si jamais vous ne connaissez pas la personne ressource de votre établissement, là, vous allez pouvoir nous contacter, puis on va pouvoir vous dire c'est qui, là, parce que c'est eux qui vont vous inscrire aussi à l'atelier d'appropriation. Alors, l'objectif de l'atelier d'appropriation, c'est vraiment d'outiller les participants pour permettre l'appropriation et la diffusion du recueil. L'atelier se veut très participatif avec plusieurs moments d'échange entre les personnes d'un même établissement, mais aussi entre les établissements pour les ateliers en présentiel. Alors, il est conseillé là, à chaque personne, avant de participer à l'atelier, d'écouter le webinaire. Comme ça va nous permettre d'aller un peu plus rapidement à l'essentiel lors de l'atelier. Alors, le webinaire va être disponible là, dans 2-3 jours sur la chaîne YouTube de l'Institut. Jean-François va pouvoir l'envoyer aussi aux responsables de chacun des établissements qui va pouvoir vous le transmettre. Pour ce qui est du plan de l'atelier, au départ, on va faire un retour sur le contexte du recueil et le webinaire pour pouvoir surtout répondre à vos questions si on n'a pas le temps de toutes y répondre tout à l'heure. On va ensuite présenter le recueil, utiliser le recueil surtout, en particulier les fiches. On va réfléchir ensemble à la diffusion du recueil et par la suite élaborer un plan d'action pour la diffusion du recueil et son appropriation dans chacun des établissements. Alors, qui sont les participants à cet atelier-là? Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir une variété de personnes qui vont pouvoir faire vivre le recueil dans votre établissement. Alors, ça peut être des conseillers professionnels à la qualité, parce que souvent, les membres de cette équipe-là sont responsables de la participation des usagers des proches dans les établissements, des organisateurs communautaires, des conseillers en pratique professionnelle, des usagers ressources, des membres d'un comité d'usagers, des membres de la direction qui sont responsables de la qualité, par exemple, des cadres supérieurs, des adjoints de direction. L'idée, c'est que ce soit des personnes qui vont pouvoir agir comme agents multiplicateurs pour diffuser le recueil et s'assurer son appropriation là, au sein de votre établissement. Il y a aussi quelques questions là, pour aider à cibler les participants à l'atelier. Vous pouvez vous demander qui sont les acteurs clés qui ont un pouvoir formel ou informel dans votre établissement en lien avec la participation, qui a un intérêt marqué envers la participation, ou encore quelle personne gagnerait à être mobilisée et sensibilisée en lien avec la participation dans votre établissement. Donc, vous passez aux modalités. 2 modalités principales. En octobre, des ateliers en présence qui vont regrouper... oui, bien en fait, il y a quelqu'un qui nous pose la question par rapport au public cible. Les bénévoles, bien dans le fond, les bénévoles, on les intégrait dans les usagers ressources là, comme tel. Donc, ça peut être, oui, des bénévoles pour l'atelier d'appropriation qui pourraient être présents.
Donc, les modalités, donc en présence ou par visioconférence. En présence, on parle de 5 à 10 personnes ou un petit peu plus là, par établissement. On va avoir à peu près 4 à 5 établissements, donc ça veut dire à peu près une cinquantaine de personnes par atelier. 4 ateliers en octobre, 3 dans les environs de Montréal, 1 à Lévis. Les dates sont déjà fixées. Les personnes ressources, nos personnes contact dans les établissements ont déjà ces dates-là. Et c'est déterminé là, déjà pour les divers établissements. C'est de 10h à 15h, sans frais d'inscription. Puis, pour s'inscrire, il faut passer par les personnes ressources dans votre établissement. Pour les établissements éloignés de Montréal ou de Québec, c'est 6 établissements pour l'instant qui ont confirmé qu'ils vont participer à des ateliers en novembre par visioconférence. Aussi, il faut s'inscrire avec la personne ressource dans son établissement. Dans la perspective d'être tous dans un même lieu ou, s'il y a plusieurs lieux, d'avoir des connexions visio qui sont correctes. Donc, en résumé, pour vous inscrire à l'atelier, il faut contacter la personne ressource. Pour plus d'informations sur l'atelier, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible pour répondre à vos questions. Et en parlant de questions, justement, ce serait la période de questions. Donc, pour la période de questions, si vous avez des questions, vous pouvez le faire par le chat. Donc, certaines personnes l'ont déjà utilisé. Puis, aussi, c'est possible de lever la main comme utilisateur. Il y a un petit icône qui permet de lever la main. Puis là, à ce moment-là, notre personne ressource qui s'occupe de la technique va pouvoir vous donner la parole à ce moment-là. Donc, si vous avez des questions, des précisions, que ce soit autant sur le recueil que sur l'atelier d'appropriation, bien, on vous invite à les poser. Est-ce que c'était clair? Est-ce qu'il y a des précisions à apporter? On a vu trop clair, je pense. Bon, on pose la question que les 4 ateliers sont 4 différents. C'est le même atelier qui est donné 4 fois. C'est juste que c'est ça, on ne peut pas regrouper l'ensemble des établissements dans un atelier. On aurait vraiment beaucoup d'établissements dans le même atelier. On se disait qu'une cinquantaine de personnes, c'est à peu près le maximum, 50-55, c'est à peu près le maximum qu'on pouvait avoir pour favoriser les échanges. Puis, on nous demande, c'est ça, si les ateliers d'appropriation s'adressent aux partenaires du CIS, bien, ça pourrait s'adresser aux partenaires. Il est designé principalement pour les partenaires très proches, donc les comités des usagers, les usagers ressources, mais certains partenaires qui sont très liés au CIUS vont se retrouver sans problème. Ça peut même être bénéfique, tout en respectant le nombre bien entendu, oui, là, de 5 à 10, 12 personnes pour la majorité des établissements. Donc, oui, pour les publics cibles, en fait, c'était surtout là, une petite idée pour vous dire qui peut être invité à l'atelier, mais vraiment, là, vous n'avez pas à vous arrêter aux exemples que j'ai dit. C'était des exemples. C'est une excellente idée là, des personnes des ressources humaines pour l'accueil des nouveaux employés, de partir dès le départ avec les nouveaux employés. De parler de la participation, c'est une excellente idée. Puis on me dit que le lien pour avoir accès au recueil ne semble pas fonctionner, fait que je vais valider ça juste après, puis s'il y a un problème, je vais appeler notre service qui s'occupe de notre site web, là, donc c'est ça, si ça ne fonctionne pas, ça devrait être rétabli très prochainement. C'est notre ancien site web là, du temps qu'on était C3S, puis on va le fermer dans quelques mois là, pour faire place à un nouveau site web. Les lieux de formation sont déterminés, puis je vais recontacter les personnes ressources cette semaine, en courant de la semaine, pour vous rappeler les lieux, les dates. En fait, oui, c'est ça, il reste 2 lieux à déterminer à Montréal, c'est vrai. À Montréal, on a 2 lieux qui ne sont pas déterminés, mais les autres sont déterminés. Puis ça, je vais déterminer ça très prochainement. Les liens avec le cadre de référence du ministère, bien c'est sûr que le cadre de référence s'intéresse surtout au partenariat de soins et services, donc aux composantes les plus élevées de participation. Si on fait référence aux fiches, nous, on a mis des exemples d'idées
inspirantes qui n'étaient pas juste du niveau du partenariat de soins-services, mais aussi des fois du niveau de l'information ou de la consultation, pour montrer un peu la gradation comme telle. Puis, c'est sûr que la littérature et les fondements, c'est les mêmes, c'est très proche du cadre de référence du ministère. Oui, c'est ça, tout à fait. La personne ressource va faire le suivi aussi avec nous pour le nombre de personnes qui vont participer à l'atelier. Ça, c'est quelque chose que je vais vous recontacter. Puis, pour les sites visio, un effet, je voulais vous contacter cette semaine aussi pour regarder pour des dates en novembre, tout à fait. Parfait. N'hésitez pas par courriel si vous reste des questions par la suite. Alors, merci énormément pour votre participation, votre présence au webinaire d'aujourd'hui. Alors, on espère vous rencontrer très prochainement lors des ateliers, que ce soit en présence ou en visio. Durant les ateliers, on va vraiment plus pouvoir échanger puis contribuer aux réflexions qui entourent la diffusion du recueil et surtout les enjeux entourant la participation. Alors, on vous inviterait là, à compléter le sondage d'appréciation, si vous voulez bien prendre quelques minutes. Je pense que c'est 2-3 questions. Moi, c'est ça. Assez rapide. Rapide à répondre. Ce serait très gentil pour nous, puis savoir qui était présent. Puis, peut-être, c'est ça, mentionner que je vais vérifier pour le lien web, s'il y a un problème. Oui. Puis que si vous désirez l'imprimer, c'est déjà en bonne qualité. Mais moi, je peux rendre aussi disponible la version haute définition, si vous voulez l'imprimer plus chez un imprimeur. Mais lors des ateliers, on va remettre 15 copies imprimées qualité imprimeur du recueil, autant que des fiches à chaque établissement, donc aux participants des établissements. Donc voilà, fait que n'hésitez pas aussi de parler déjà, si vous êtes quelques-uns, qui pourrait participer dans votre établissement. Ça peut être un bon moment de prendre 5 minutes pour déjà faire un petit listing de noms, puis les contacter. Au plaisir de vous voir ou de vous parler, puis bon après-midi. Oui, merci, bonne fin de journée.